Bienvenue à nouveau. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Todd, je dirais l'un des intellectuels les plus fascinants d'Europe, historien, démographe et sociologue. Merci d'être avec nous, c'est un véritable privilège. Merci de m'avoir invité. Vous êtes très connu pour avoir prédit, en 1966, l'effondrement à venir de l'Union soviétique, à une époque où elle semblait toute puissante. Puis, dans votre livre de 2001, vous avez annoncé la désintégration de l'ordre international dirigé par les États-Unis. Encore une fois, alors que les États-Unis paraissaient au sommet de leur puissance. Et votre livre le plus récent s'intitule « La défaite de l'Occident ». Ainsi, lorsque vous faites des prédictions, les gens y prêtent désormais attention, et pour de bonnes raisons. Mais je voulais d'abord vous demander, car c'est l'un des aspects les plus fascinants, quelles sont les variables que vous examinez? Quels sont les indicateurs sur lesquels vous vous concentrez lorsque vous évaluez l'ascension et le déclin des grandes puissances? Oui, eh bien, en gros, je ne suis pas un géopoliticien. Vous voyez, je ne m'intéresse pas, en quelque sorte, à la géopolitique comme à une priorité. Je suis historien et anthropologue social. De plus, je suis le type d'historien issu de ce que nous appelons en France l'école des annales. Elle s'intéresse aux phénomènes de longue durée. Et les variables que j'utilise pour comprendre l'histoire sont celles qu'on m'a enseignées lorsque j'étais étudiant, vous voyez. En somme, je ne suis pas un rebelle, je suis simplement un étudiant très sérieux. J'ai d'abord été formé en travaillant sur les paysans du XVIIIe siècle, en reconstituant les structures familiales et domestiques, ainsi que la vie des gens ordinaires. J'ai été formé à la démographie historique, avec des variables comme la mortalité, les taux de natalité, et ainsi de suite. Je suis donc assez habitué à examiner ce qu'il y a de profond et de fondamental dans la structure des sociétés. Il m'est assez naturel de me concentrer sur les tendances à long terme. Pour moi, l'exemple classique, le premier exemple, est la manière dont j'ai prédit l'effondrement de l'Union soviétique. À l'époque, tout le monde faisait de la kremlinologie ou travaillait avec des données économiques très superficielles ou falsifiées. Et puis un jour, je suis tombé sur le taux de mortalité infantile en Union soviétique, plus précisément en Russie, en Ukraine et dans d'autres régions de l'Union. Et j'ai remarqué que ce taux avait recommencé à augmenter entre 1970 et 1964. Après cette date, les Russes ont cessé de publier les données. J'ai immédiatement eu une intuition, vous voyez. Je me suis dit, eh bien, c'est très important. Cela signifie que le système est malade. Ce n'est pas seulement une prédiction. C'est simplement de l'observation directe. La désintégration du système avait déjà commencé, vous voyez. Eh bien, c'est ainsi que je procède. J'ai d'autres indicateurs. Je m'intéresse aux tendances à long terme dans l'éducation, la religion, pas tellement à la politique en fait. Mais il serait absurde de dire que j'ai une sorte de méthode, vous voyez. Je passe ma vie à examiner des chiffres. J'aime lire des manuels statistiques et chercher des données, quelles qu'elles soient. Vous voyez, c'est un second. Oui, eh bien, c'est toujours intéressant quand quelqu'un adopte une approche différente, parce que vous savez, quand tout le monde pense de la même manière, en réalité, personne ne pense, comme on dit. Mais dans votre livre, votre prochaine prédiction, pour ainsi dire, est la défaite de l'Occident. Je suppose que ma question est double. Que signifie défaite dans votre cadre d'analyse et aussi pourquoi? Pourquoi l'Occident est-il en train d'être vaincu? Oui, donc le livre est, eh bien, le titre est « La défaite de l'Occident » et c'est pas la victoire de la Russie, voyez-vous. Le livre est assez méthodique dans sa construction. Je pose quelques questions au début,
puis j'étudie la Russie, la nouvelle stabilité de la Russie, puis quelle est la signification, la véritable signification de l'Ukraine. Ensuite, je passe à l'Europe, puis à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pour moi, le véritable sujet du livre, c'est la désintégration du monde anglo-américain. Il y a, bien sûr, une explication générale, une théorie, un modèle. Mais autant que je m'en souvienne, je suis désolé, je suis revenu à l'étude de l'âge du bronze. Je ne suis plus vraiment plongé dans la géopolitique ces temps-ci. Je suis vraiment désolé. Cela signifie que je ne suis pas un citoyen sérieux et concerné. Mais l'idée générale du livre est que la désintégration de l'Union soviétique nous a donné une fausse représentation de la direction que prenait l'histoire. Cela a été interprété à tort comme une victoire de l'Occident, comme signifiant la supériorité du modèle ou de la conception occidentale ou anglo-américaine de la société, le capitalisme, la démocratie libérale, et ainsi de suite. Et comme un échec du communisme. C'était certes un échec du communisme. Mais ce que les gens n'avaient pas remarqué à l'époque, c'est que dès le milieu des années 1960, la société américaine avait déjà commencé son déclin à long terme. Il était déjà possible d'observer un déclin des niveaux d'éducation, un déclin industriel, bref, toutes sortes de déclins. Et ce qui s'est passé ensuite, si l'on y pense en termes historiques généraux, relève d'une sorte de folie, l'expansion d'un système déjà en train de se désintégrer, quelque chose de creux en son centre. Après l'effondrement du système soviétique, avec l'OTAN s'étendant en Europe de l'Est et menaçant la Russie, il arrive un moment où la Russie, après une période très difficile, retrouve sa stabilité, se révèle profondément attachée à sa propre souveraineté et dit « Stop, ça suffit ». Et alors, la guerre en Ukraine apparaît comme une sorte d'épreuve de réalité. Ce qui devient visible, c'est, je dirais, la faiblesse massive de l'Occident. Suis-je clair? Oui. Am I clear? Do you? Yes. What's important to me is to go beyond. Et ce qui est important pour moi, c'est d'aller au-delà de cela. Bien sûr, je suis ce qui se passe dans la guerre elle-même. Ce qui se passe en Ukraine est tragique. Et je sais maintenant que nous sommes très proches d'un effondrement complet de l'armée et du régime ukrainien. Mais pour moi, ce qui compte encore une fois, c'est le long terme. Je me souviens très bien du moment où j'ai écrit le livre, c'était à l'été 2023, en plein milieu de la soi-disant contre-offensive ukrainienne. Tout le monde en Occident se vantait des grands succès des Ukrainiens et de l'effondrement inévitable du régime de Poutine, et ainsi de suite. Je me souviens simplement que j'étais dans ma maison en Bretagne, très calme et déterminé, et sans la moindre hésitation, j'écrivais « La défaite de l'Occident est certaine ». Et pourquoi pouvais-je en être aussi sûr? Parce que je ne me base pas sur des émissions de télévision, ni sur des données superficielles. J'avais fait mon analyse de l'effondrement de l'économie industrielle aux États-Unis, la baisse du niveau d'éducation, la fuite du travail manuel, entraînant un manque d'ingénieurs. L'un des points les plus importants, je dirais, c'est que si l'on prend mon premier livre, La chute finale, celui sur l'effondrement à venir de l'Union soviétique, mon principal indicateur statistique était le taux de mortalité infantile. Dans le cas de la défaite de l'Occident, j'ai soudain réalisé, à cet instant précis, que l'indicateur central de mon livre est similaire. Je me souviens du moment où j'ai réussi à obtenir une estimation du nombre d'ingénieurs sortant des universités ou des centres techniques américains et russes, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Et j'ai pu calculer que les Russes, avec une population 2,5 fois plus petite que celle des États-Unis, produisaient davantage d'ingénieurs. Et quand on dit ingénieurs, il faut penser aux ingénieurs, mais aussi aux techniciens, aux ouvriers qualifiés. Tout ce qui concerne la production de biens matériels, c'est l'élément central.
Je savais simplement que les États-Unis n'avaient pas les moyens de poursuivre la guerre, parce qu'ils n'ont pas les effectifs nécessaires, ils n'ont pas le type de main-d'œuvre requis. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, le Pentagone et la Rand Corporation sont d'accord avec moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ainsi que je fonctionne. Je n'essaie pas de donner une analyse générale ou détaillée des choses. J'essaie simplement de donner aux gens une idée de ma façon de penser. Je me souviens de la contre-offensive de 2023, la couverture médiatique, tout le discours. J'avais l'impression de vivre dans une réalité parallèle. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient l'interpréter ainsi. Mais la façon dont tu parles, Le monde de la réalité devrait être au centre de tout de nos jours, car passer dedans et dehors est désormais le jeu auquel nous jouons. il semble que vous ayez également quelque chose en commun avec Thomas Piketty, car lui aussi soutient que lorsque la guerre froide a pris fin et que l'Union soviétique s'est effondrée, le modèle anglo-américain était déjà à bout de souffle. Mais comme cela a été perçu comme une victoire, il y a eu cette hubris. Dans la victoire, on suppose que l'on détient toutes les réponses. Au lieu de chercher à relancer l'économie et à reconstruire une société épuisée par l'économie néolibérale, nous avons simplement appuyé sur l'accélérateur et foncé droit devant. Et cela, comme vous l'avez suggéré, n'a fait qu'aggraver bon nombre de ces faiblesses structurelles. Mais ensuite, on se penche sur la famille. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a une chose que nous pourrions ajouter, et c'est l'un des sujets sur lesquels je travaille, en dehors de l'âge du bronze. La période la plus efficace de l'histoire du capitalisme occidental a en réalité été celle où l'URSS se portait bien. Vous voyez, c'est comme si l'existence du communisme avait rendu possible un capitalisme optimal, doté d'une conscience sociale, d'un État actif et d'une forme de capitalisme qui devait utiliser certains des bons outils proposés par le socialisme et le communisme. Dès que l'URSS s'est effondrée, et que cet effondrement a été interprété comme une sorte de chute générale de tout ce qui avait été inventé par le socialisme, la planification ou quoi que ce soit de ce genre, le déclin de l'Occident s'est en réalité accéléré, car il avait perdu quelque chose de nécessaire au bon et harmonieux fonctionnement du capitalisme. Oui, c'est aussi John Ayres. Il a écrit de manière célèbre dans les années 1950 que les idéologies libérales fonctionnent le mieux lorsqu'elles s'opposent à une forme de gouvernance dépassée. Une fois qu'elles n'ont plus de concurrence, elles commencent à se détruire elles-mêmes, ce qui, à mon avis, est encore mieux formulé ainsi. Oui, c'est ça. Eh bien, si l'on examine la démographie, l'éducation, la famille, la perte de cohérence culturelle et le nihilisme séculier, tous ces éléments sont-ils, selon vous, des signaux d'alarme que l'on observe actuellement dans l'ensemble de l'Occident politique? Oui, la nouveauté dans ce livre est une insistance plus marquée sur la religion et sur le déclin de la religion. Mon véritable domaine est l'étude des systèmes familiaux. C'est le seul domaine dans lequel je suis vraiment compétent. Donnez-moi n'importe quelle région du monde et je décrirai le système familial de base, tout en expliquant les différences régionales. Prenez n'importe quel pays. Enfin, ne le faisons pas maintenant, mais je pourrais le faire. Non, c'est important parce que lorsque j'observe les systèmes sociaux, je ne vois pas des États ou des idéologies. Je vois des mentalités issues des structures familiales. Par exemple, la faiblesse de l'Occident aujourd'hui, au cœur de ce que nous appelons le monde anglo-américain et la France, ou le nord de la France, c'est que la structure anthropologique de base est la famille nucléaire.
Dès le Moyen-Âge, lorsque l'on regardait les foyers, on ne voyait qu'un père, une mère et des enfants, rien d'autre. Et lorsque les enfants se mariaient, ils devaient quitter la maison familiale. Cela permet d'expliquer la grande flexibilité du monde occidental. Alors qu'en Allemagne, on avait ce qu'on appelle une famille souche. In Germany, you had what's called a Sten family. That's eldest son inherit. C'est un système d'héritage de fils aînés et une structure familiale verticale avec beaucoup d'autorité et d'inégalité. Dans le cas de la Russie, on pouvait trouver parmi les paysans russes ce que j'appelle la famille communautaire ou communitaire. Le père et ses fils, les épouses, étaient échangés comme des colis entre familles au moment du mariage. Mais lorsque la famille communautaire s'est désintégrée, elle a en quelque sorte transmis ses valeurs au communisme, autorité, égalité, et ainsi de suite. Et bien sûr, le communisme s'est effondré pour des raisons économiques, mais il reste encore dans la culture russe quelque chose de ce sentiment communautaire, ce qui explique la résilience de la Russie et la stabilité de la société russe après les souffrances des années 1990. 1990s. And knowing this is what makes it. Et savoir cela me permet de dire que le problème n'est pas Poutine, le régime de Poutine ou le fascisme venu d'en haut. C'est que l'anthropologie sociale permet de voir la Russie ou Poutine comme le produit de la culture russe, plutôt que comme Poutine manipulant la société russe. Et bien sûr, il existe une sorte de sentiment instinctif de la stabilité de la société russe en raison de ce contexte anthropologique social. Mais pour en venir au fait, dans ce livre, j'ajoute une nouvelle variable qui est vraiment centrale et qui n'est généralement pas au cœur de mes recherches. La religion. Je décris le déclin de la religion. Je ne suis pas du tout religieux moi-même. Je ne suis pas croyant. Je n'ai aucune nostalgie de quoi que ce soit. Vous voyez, je suis simplement un historien qui essaie de comprendre les choses. J'ai donc cette description de la sécularisation en 3 étapes. On commence par la religion active, où les gens croient en Dieu et suivent tous les comportements qui y sont associés. Ensuite, on a ce que j'appelle la religion zombie, lorsque la religion disparaît dans le sens où les gens cessent de croire en Dieu, mais conservent les valeurs, les habitudes et les morales produites ou associées à la religion active. C'est un moment de grand dynamisme dans l'histoire de la société. Les gens sont libérés des contraintes de la tradition, mais ils gardent la possibilité d'une action collective. Ils ont une morale, ils conservent les habitudes de travail héritées du passé. Et la religion est remplacée par, disons, prenons la France par exemple. En 1789, la Révolution française commence quelques décennies après l'effondrement de la pratique religieuse dans le bassin parisien. Et alors on assiste à cette formidable libération d'énergie. Mais le catholicisme est remplacé par la nation, ou, comme diraient les Allemands, la grande nation, avec une certaine hostilité envers cette grande nation. Vous avez la Révolution française avec ses valeurs très positives. Et chaque fois que la religion s'effondre, elle libère une nouvelle forme de dynamisme social. Alors, est-ce la deuxième étape, celle de la religion zombie? En France, ce serait la Révolution, avec ses idéaux de liberté et d'égalité, car les structures familiales y étaient libérales et égalitaires. Tandis que dans un pays comme l'Allemagne, cela engendrerait des choses plus sombres. Eh bien, la social-démocratie me semble acceptable, mais pas le nazisme, voyez-vous. La social-démocratie, ou le nazisme, serait l'étape zombie en Allemagne. Le communisme serait l'étape zombie après l'effondrement de la religion orthodoxe en Russie. Mais maintenant, peut-être au véritable tournant du 3e millénaire, nous avons atteint le stade de la religion zéro. We've reached the state of zero religion, and zero religion is something entirely different. Et zéro religion, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est lorsque, il ne reste plus rien. Plus rien du tout. Vous n'avez plus de croyance en Dieu, bien sûr,
Mais vous avez aussi perdu la morale, les habitudes sociales, tout ce qui rend l'action collective possible. Et dans ce stade zéro de la religion, les gens commencent à être submergés par un sentiment de vide dénué de sens. Ce sentiment, l'impression qu'aucune valeur n'existe, mène à ce que j'appelle le nihilisme. C'est une déification du néant, une pulsion de destruction des choses, des personnes, voire de la réalité elle-même, une volonté de se détacher du monde réel. Et je pense que c'est ce qui rend l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde géopolitique immédiat si difficile. D'un côté, je n'oublie pas les facteurs rationnels traditionnels, la question du pouvoir, the economic forces, incomes. You see, I'm not. I told you I'm not a religious person. Vous voyez, je vous l'ai dit, je ne suis pas une personne religieuse. Mon contact avec la réalité est total, d'une certaine manière. Et on peut construire un modèle de ce qui se passe en utilisant l'idée de la désintégration de la puissance économique des États-Unis. Je parlais du manque d'ingénieurs, de la base militaro-industrielle et ainsi de suite. Tout cela est rationnel. Et avec tout cela, on peut expliquer une grande partie de ce qui se passe dans le conflit avec la Russie. Pour moi, personnellement, ce à quoi je fais face, c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie. L'Ukraine est complètement secondaire, à mon avis. Mais si l'on considère que la soif de pouvoir est rationnelle, ce que je ne pense pas, il semble que beaucoup de vieux politiciens estiment que le pouvoir est un objectif rationnel. Eh bien, c'est leur jeu. Bon, cela existe, il n'y a pas de doute. Mais ce que je ressens ces temps-ci de plus en plus, c'est qu'il faut y ajouter et en tenir compte un nouvel élément, très dangereux, irrationnel, lié à l'état zéro de la religion, à l'émergence du nihilisme. Et je dois admettre que, dans mes entretiens les plus récents en France, je me suis mis à spéculer de plus en plus sur la propagation du mal. Vous voyez, je ne suis pas très religieux, je n'ai pas l'habitude d'utiliser les concepts de bien et de mal, mais je crains que ce que je ressens maintenant, c'est qu'une partie de ce qui se passe a bien plus à voir avec le mal qu'avec une lutte ou une compétition rationnelle pour le pouvoir. Je suis désolé, je parle beaucoup. Non, c'est bien, même en anglais. Essayez d'imaginer comment je peux être en français. Je suis horrible. Eh bien, vous avez mentionné qu'ils ne sont pas religieux, mais Friedrich Nietzsche ne l'était pas non plus. Pourtant, dans la mort de Dieu, il reconnaissait encore la fonction sociale de la religion, qu'elle offrait un sens, des croyances communes et, comme vous l'avez dit, des règles sociales. Mais la question est, dans quelle mesure la morale séculière est-elle réellement durable? Car nous disons souvent que nous avons ces valeurs et ces normes. Mais dans quelle mesure reposent-elles vraiment sur une base commune et stable? Ou bien les avons-nous simplement héritées des temps religieux? Il semble maintenant que, comme vous l'avez dit, la religion ait été remplacée par l'idéologie, et que l'idéologie libérale soit plus ou moins promue comme une sorte de religion universelle, destinée à organiser le consensus et les règles. Mais cela comporte encore certaines contradictions, car le libéralisme est censé être tolérant. Pourtant, il se manifeste aujourd'hui comme une sorte de religion universelle, par une intolérance extrême envers tous les autres modèles de civilisation. Ainsi, si l'on regarde vers la Chine ou la Russie, il n'y a pas de véritable tolérance à leur égard. Nous avons cette étrange combinaison où nous luttons contre le nihilisme chez nous, tout en faisant preuve d'une intolérance totale envers quiconque choisirait une autre voie. C'est intéressant, un développement intéressant. Mais en ce qui concerne, pour revenir à Nietzsche, oui, Nietzsche et la mort de Dieu et tout cela, je placerai les vues de Nietzsche dans ce qu'on pourrait appeler la phase zombie. Vous voyez, perdre sa religion pendant la phase zombie peut être tout à fait horrible.
Lorsque vous essayez d'analyser la montée du nazisme en Allemagne, regardez la carte du parti nazi en 1932 ou même en 1933. Elle correspond avec une grande précision à la carte de l'Allemagne protestante, là où les croyances venaient tout juste de s'effondrer. L'Allemagne nazie en était à la phase zombie. Elle avait encore des valeurs, malheureusement des valeurs d'autorité et d'inégalité. Inégalité entre les individus, entre les peuples, entre les races, voyez-vous. Il y avait donc une structure dans la folie nazie, une structure héritée du luthéranisme, voyez-vous, ou de ce luthéranisme nord-allemand. L'étape à laquelle nous sommes parvenus maintenant est un peu différente, ou très différente. C'est simplement que maintenant, nous sommes très proches du néant, voyez-vous. Nous parlons, bien sûr, nous parlons beaucoup de valeurs. C'est incroyable. Le mot valeur est partout. Tout le monde a des valeurs. Tout le monde parle de valeurs, de nos valeurs. Mais pour moi, c'est un signe clair qu'il ne reste plus rien. Quand on a des valeurs, on ne fait qu'exprimer des éléments particuliers. Vous ne prononcez pas le mot valeur tout le temps, voyez-vous. Je veux dire, j'ai quelques règles logiques dans ma vie intellectuelle. Et l'une d'elles est que lorsque les gens commencent à beaucoup parler d'un sujet, on ne sait pas pourquoi, soudain le thème apparaît. Et très souvent, les gens affirment des choses précises à propos, par exemple, des valeurs. Mais en réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est le contraire. Ce dont ils parlent réellement, c'est du contraire. La disparition complète des valeurs. Et si nous voulons comprendre ce qui se passe en Europe de nos jours, cette nouvelle soif de guerre en Europe, surtout en Europe du Nord, cela, à mon avis, n'a rien à voir avec les valeurs libérales, ni avec des valeurs libérales intolérantes, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est lié à une absence totale de valeurs. Il y a une chose que j'ai oubliée. Cela vient de mes descriptions antérieures de ce que j'appelle de plus en plus le stade zéro, vous voyez. L'accent était mis sur la disparition des valeurs héritées de la religion, de l'éthique du travail. J'ai même émis l'hypothèse d'un affaiblissement du surmoi et d'une diminution de la taille du véritable individu dans une situation où rien ne soutient des notions comme l'honneur, le courage, et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose d'évident qui m'avait échappé. C'est qu'avec le stade zéro vient une disparition complète de toute vision de l'avenir. Vous voyez, il y a le vide, mais la partie la plus effrayante du vide, c'est qu'il n'y a aucune vision de l'avenir. Donc si vous regardez bien, eh bien je suis assez surpris par la manière dont les Européens et l'Union européenne sont en train de se transformer en une organisation belliciste, ou si l'on veut, une sorte d'organisation va-t-en-guerre sans armée, ni réelle possibilité de mener une guerre à une échelle raisonnable, et ainsi de suite. Mais il y a cette obsession de la guerre, de la poursuite d'une guerre déjà perdue. Et à mon avis, ou plutôt dans ma vision la plus récente, cela a quelque chose à voir avec le fait que le projet de l'Union européenne est complètement mort. Et que nos élites, enfin élite est peut-être un mot un peu fort pour ces gens, les soi-disant élites, ont perdu la foi en l'Union européenne. Ils ont perdu toute vision de l'avenir. Et c'est à ce moment-là que la guerre peut apparaître comme une solution, vous voyez. Je pense que pour moi, l'Union européenne était en grande partie une sorte de stade zombie. Eh bien, ça a été remarqué et écrit tant de fois. La première Union européenne, avec la France, l'Allemagne et l'Italie en son centre, avait beaucoup à voir avec la démocratie chrétienne. Mais pas n'importe quelle démocratie chrétienne. C'était une démocratie chrétienne à un moment où la foi religieuse avait déjà commencé à disparaître. Donc je dirais que l'Union européenne était une chose de stade zombie, et l'union belliciste que nous avons maintenant est une chose de stade zéro.
C'est une observation intéressante. Lorsqu'on est obsédé par le fait de parler de quelque chose, en général, si on le possède réellement, on n'a pas besoin d'en parler. On le voit aujourd'hui aux États-Unis. Avec la catastrophe économique imminente, les politiciens ne cessent de parler de la grandeur de l'Amérique, de sa puissance mondiale, de la brillance de son économie. Je veux dire, on n'a pas besoin de le répéter à chaque phrase si c'est vraiment le cas. Mais je pense que c'est tout à fait vrai. De la même manière, les Européens ne cessent de parler de leurs valeurs. Mais lorsque je discute avec des géopoliticiens, ils soulignent toujours que ce qu'il y a de très curieux en Europe aujourd'hui, c'est qu'il existe un vide stratégique. Personne ne parvient à exprimer où ils veulent aller, ni comment ils comptent y parvenir. Au lieu de cela, c'est toujours cette rhétorique émotionnelle et, encore une fois, des références aux valeurs. Mais je pense que derrière ce vide stratégique se cache peut-être, comme vous le suggérez, tout simplement un vide. À mesure que les valeurs s'effondrent, que reste-t-il? Je ne veux pas être trop pessimiste, mais de nos jours, quand je regarde l'Europe, nous n'hésitons pas à soutenir des djihadistes en Syrie. Nous pouvons appuyer des nazis déclarés. Nous avons cette obsession de la guerre. Nous ne croyons plus en la diplomatie. C'est vraiment extraordinaire. Et puis dans la phrase suivante, on nous dit à quel point nos valeurs sont merveilleuses. Donc non, je pense qu'il y a là quelque chose de plus profond, plutôt qu'un simple déclin du PIB, comme vous le suggérez. Mais vous avez aussi soutenu que l'Occident se trompe, non seulement sur sa propre puissance, mais aussi sur celle de ses rivaux ou blocs émergents. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, il y a évidemment un élément narcissique dans la phase 0. Mais peut-être que c'est... Enfin, je veux dire, la domination occidentale a peut-être commencé au XVIIe siècle. Et peut-être que nous... Enfin, je me considère comme un occidental. Je ne suis rien d'autre. Je suis un libéral de gauche typique. Vous voyez, je suis une personne complètement inintéressante sur le plan idéologique. Et peut-être que nous... Enfin, je pense que vous comprenez la situation. Enfin, je comprends la situation. Et je suppose que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Mais nous devons faire preuve de compassion envers nos soi-disant élites, et même envers la population en général. Peut-être qu'il est simplement difficile de réaliser que les choses changent, que les jours de la domination occidentale sont révolus. Peut-être que les gens ont besoin d'un peu de temps pour digérer cette information, vous voyez. Nous ne devrions pas être trop durs avec eux, car nous étions tellement habitués à être si puissants. Et maintenant, en réalisant que ce sont les Chinois qui pourraient imposer un embargo aux États-Unis sur les terres rares, et ainsi de suite, la partie est terminée. Peut-être avons-nous besoin d'un peu de temps pour nous adapter. Oui, c'est un bon point. Tout se déroule à une vitesse effrénée, presque insoutenable, et il est très difficile d'en saisir toute la portée. Je veux dire, il y a seulement quelques années, on nous disait que la fin de l'histoire de Francis Fukuyama s'était réalisée, que le monde serait désormais organisé pour toujours sous la démocratie libérale, les marchés libres et la direction de l'Occident. Et soudain, on détourne le regard un instant pour célébrer notre grandeur, et tout s'est effondré. Je comprends donc parfaitement ce point de vue. Mais encore une fois, nous sommes tous deux des Occidentaux. Nous préférons ne pas voir la défaite de l'Occident, même si elle semble plus ou moins irréversible. Et c'est ce qui la rend encore plus douloureuse. Mais si les nations occidentales essayent d'inverser cette tendance, que peut-on faire? Quel type de réforme? Nous vous élisons pour succéder à Macron. Quelle direction pouvons-nous prendre pour renverser certaines de ces dynamiques? Parce que vous ne parlez pas seulement de projets de développement économique. Vous parlez de structures très profondément enracinées de la société, de la famille et de la foi.
I'm very bad at producing art. Je suis très mauvais pour produire des idéologies moi-même. C'est ma faiblesse. Je pense pouvoir être assez efficace pour décrire ce qui se passe. Mais en quelque sorte, je ne dis pas que je suis simplement un observateur amusé du spectacle qui passe. Mais il y a un peu de ça, vous voyez. Et je n'ai pas, eh bien, il fut un temps où j'étais assez militant à propos de l'Europe ou des États-Unis se tournant vers. Le protectionnisme est une forme d'action collective. C'est ce que les Chinois pratiquent depuis des années, et d'autres pays aussi. Mais en ce qui concerne l'inversion des tendances, j'ai en fait perdu espoir. Nous, je pense que nous sommes très proches. Nous n'avons pas encore atteint le point culminant, absolu des choses. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est un échec en Ukraine. What we see is failure in Ukraine. What we see is an inability of the Ce que nous voyons, c'est l'incapacité des États-Unis à réellement contrôler ou arrêter le développement chinois. Mais il y a encore, eh bien, il y a quelque chose devant nous auquel nous devons nous attendre. Et cela aura des conséquences énormes. Ce sera l'effondrement complet de l'Ukraine. Parce que, eh bien, je ne sais pas pour l'Ukraine, la Norvège, les États-Unis ou l'Allemagne, mais les médias en France vivent dans une sorte de réalité parallèle. Ils reconnaissent quelques difficultés autour de Pokrovsk, mais l'ampleur de l'effondrement qui nous attend n'apparaît absolument pas sur nos écrans. Je pense donc que c'est lorsque nous atteindrons ce moment-là que les mentalités seront redéfinies et que peut-être des changements psychologiques, sociologiques, enfin, mentaux, se produiront, vous voyez. Well, mental things will happen, you see. It's when reality. C'est lorsque la réalité s'impose à nous, à tout le monde, que nous verrons bien. Je ne suis pas particulièrement inquiet de ce qui va suivre. C'est parce que, eh bien, on entend tous ces discours sur la Russie, enfin les discours délirants sur l'invasion russe de l'Europe, dit-on, et la menace russe éternelle. Ou même si l'on regarde l'Asie, la montée inévitable de la Chine. Eh bien, je suis démographe. J'ai passé des décennies, la majeure partie de ma vie, à l'Institut national d'études démographiques en France. Et il y a quelque chose de commun à tout le monde développé, et cela inclut l'Occident, la Russie, la Chine, tout le monde développé. C'est la très faible natalité et bientôt le déclin des populations. Donc lorsque la guerre en Ukraine sera terminée, et elle le sera un jour, je crois qu'elle se conclura par une victoire russe. Une victoire russe très nette, en fait. Mais ensuite, nous nous retrouverons tous avec des États affaiblis partout, voyez-vous. C'est parce que, eh bien, même aux États-Unis, le taux de fécondité s'est effondré. Et le cas de la Chine est encore plus intéressant. Je pense que le taux de fécondité y est désormais d'environ 1,1 enfants par femme. Réfléchissez. Prenez l'Inde et la Chine, à peu près la même population, même si la population chinoise a commencé un lent déclin, lent pour le moment, et est maintenant légèrement inférieure à celle de l'Inde. Mais elles sont très comparables. Ainsi, chaque année, il y aura environ 22 millions de naissances en Inde et 9 millions en Chine. Je veux dire, l'effondrement démographique est juste, eh bien, effrayant, d'une certaine manière. Et donc, bien sûr, les États-Unis ne seront pas en mesure de dépasser la Chine sur le plan technique. Nous sommes probablement à un moment où l'innovation en Chine est sur le point d'être plus rapide que l'innovation aux États-Unis. Mais cela ne durera qu'un temps, puis la Chine connaîtra une crise, comme nous en connaîtrons une partout ailleurs. Cela vaut aussi pour la Russie, avec un taux de natalité de 1,5 enfants par femme. Ainsi le monde, eh bien, si l'on retire les États-Unis de l'équation, l'effondrement du système américain pourrait très bien ouvrir une période merveilleuse de paix, où les gens auraient le temps de réfléchir et de trouver des solutions, peut-être non pas pour définir des idéologies, mais de nouveaux systèmes de pensée. Vous voyez, nous aurons du temps. La situation était très différente en 1918 ou même en 1945.
Je veux dire le stade zombie, où tout le monde, à cette époque, les guerres étaient largement liées à l'accroissement de la puissance nationale partout, voyez-vous. Nous avons connu une expansion des populations avant la Première Guerre mondiale, et la population allemande augmentait à un rythme bien supérieur à celui de la France. Mais la population russe croissait elle aussi à un rythme bien plus élevé que celui de l'Allemagne, et tout le monde devenait plus puissant, simplement à des vitesses différentes, et tout le monde avait peur. Puis il y a eu la Première Guerre mondiale, et ensuite, eh bien, la société avait encore l'énergie de se lancer dans une guerre encore plus sanglante, la Seconde Guerre mondiale. Elle avait encore beaucoup d'énergie pour combattre. Et même après la Seconde Guerre mondiale, il restait encore assez d'énergie pour un nouveau décollage. Je veux dire ce que nous appelons en France les 30 glorieuses, avec des taux de croissance très positifs. Ce n'est pas la situation aujourd'hui. Nous avons des populations vieillissantes et en diminution. Je n'ai pas de programme pour l'avenir, mais je suppose que si les États-Unis et l'Allemagne ne deviennent pas complètement fous, nous aurons du temps. Eh bien, c'est intéressant. Certaines des contradictions, comme vous l'avez dit. Pour la Chine, nous voyons un développement technologique et économique jamais observé auparavant dans l'histoire. Mais d'un autre côté, la population s'effondre très rapidement. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier énormément d'être venu. Je n'arrête pas de lire vos livres. Ils sont vraiment fascinants. Je ne saurais trop les recommander. Et j'espère que vous pourrez revenir une autre fois. Oui, c'est tout. Voilà. Oui, merci de m'avoir invité, et je vous prie de m'excuser pour mon discours très décousu et libre. Oh, je l'apprécie beaucoup. Merci encore. Matter.